Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans l'ombre du dragon pour un nouveau podcast de discussion, cette fois sur Good Society. Je suis avec Mario et Étienne. Malheureusement, Jocelyne ne pouvait pas se joindre à nous pour la bonne raison qu'elle n'a pas d'électricité en ce moment. Euh, donc, on passe à elle, mais on va quand même donner nos impressions sur le jeu et je vais tout de suite lancer la parole à Étienne pour nous résumer rapidement les règles de Good Yes, Society. on va présenter un petit peu le jeu juste avant de parler des règles. Donc, Good Society, c'est un jeu de Story Brewers Game qui est sont deux personnes d'Australie, donc qui ont cette compagnie, qui ont fait plusieurs jeux. Ils ont fait des petites boîtes jeux de rôle que j'ai pas eu la chance d'essayer, qui ont passé par Kickstarter. Ils ont fait Alas for the Awful Sea, qui est un jeu propulsé par l'Apocalypse, un peu historique également, à caractère historique. Et ils ont fait Good Society, qui a été un gros succès et qui remonte un petit peu à chaque année grâce aux popularités montantes de choses comme Bridgerton. Donc, Good Society se coûte environ une vingtaine de dollars USD à vous procurer en PDF. Il existe la version de base, il existe une version avec un thème un petit peu plus de magie, de cap et d'épée de magie. Il existe également la version LARP, la version GN de Good Society, donc pour ceux qui rêveraient d'avoir un peu l'expérience en vrai, c'est possible. Euh, Sinon, c'est les règles sont assez simples. Si vous avez écouté la partie, vous avez pu un petit peu le voir. Ça fonctionne avec une espèce de cycle de jeu qui va toujours être le même. Essentiellement, à chaque partie, il conseille de faire environ 3 cycles. Le cycle de jeu consiste toujours en commençant avec un premier chapitre qui est une scène. Il y a 3 types de chapitres possibles. Il y a ce qu'on appelle les événements, fait qu'on parle de bal, on parle de mariage, enterrement, donc des événements rassembleurs. Les scènes de visitation, qui est lorsque les gens reçoivent d'autres personnages dans leur demeure, où les gens vont rendre visite à d'autres, et c'est comme plein de petites scènes, des petites scénettes comme ça. Et également les scènes qu'on appelle des splits, où il se passe quelque chose et on fait, pendant ce temps, il se passe telle autre chose ailleurs. Donc, parfait pour des quiproquos, parfait pour des scènes rythmées, des scènes actives. Donc, il y a une personne qui va s'occuper de installer la scène. Souvent, ils vont conseiller d'avoir un facilitateur ou une facilitatrice qui peut ou non jouer. Donc, ça dépend vraiment de la manière que vous voulez faire. Après le premier chapitre, on a les réputations. Donc, après chaque chapitre, on va vérifier les réputations des personnages parce qu'on est dans la Good Society. Donc, c'est important que notre réputation est toujours en jeu. Elle va monter ou descendre selon ce qui se passe. Donc, on va gagner un peu ce qu'on appelle des tags, des mots tout simplement pour caractériser notre réputation. Et quand on acquiert un certain nombre, ça va déclencher des événements un petit peu plus importants dans l'histoire selon si notre réputation a monté beaucoup ou a beaucoup descendu. On a également la phase de rumeurs et scandales, qui est une phrase, encore une fois, que j'aime énormément, où ce que tout le monde, on va créer et ou répandre des rumeurs sur les autres. Donc, ça nous permet un peu de faire bouger l'action, d'amener des nouvelles informations qui... Ce qui est le fun, c'est que c'est toujours ouvert. On ne sait jamais si c'est vrai ou non. Ensuite, on a une phase épistolaire que les joueuses et joueurs peuvent
écrire des lettres, pas des véritables lettres, mais on les lit à voix haute, essentiellement, à d'autres personnes, à d'autres personnages. Ensuite, on a un deuxième chapitre et réputation épistolaire, et c'est la fin du cycle. La fin du cycle, on va faire quelques petites choses comme regagner des jetons. On n'a pas parlé des jetons, mais les jetons servent essentiellement à un peu plus avoir le contrôle de ce qui se passe dans l'histoire. Donc, soit introduire des nouvelles informations, obliger un personnage à faire quelque chose, c'est jamais vraiment une obligation. Il y a ce qu'on appelle les négociations qui peuvent se passer entre les joueuses et joueurs, donc ils vont pouvoir décider qu'ils font si oui, ils acceptent ce qu'on leur propose ou s'ils ne l'acceptent pas, ils peuvent proposer quelque chose qui leur convient mieux. Sinon, dans les personnages, tous les personnages sont faits de deux façons. On a l'héritage et on a l'autre. Là, le nom m'échappe juste pour bien faire. Le rôle, je pense? Ouais, le rôle. Le rôle, puis c'est ça, l'héritage, c'est le background de famille, essentiellement. Fait que, donc, on peut avoir un militaire de bonne famille, etc. Donc, vous avez vu certains mélanges également si vous avez écouté notre partie. Chaque rôle et chaque background de famille vient avec différents aspects. Souvent, les rôles vont plus un peu établir la personnalité de notre personnage, tandis que les backgrounds de famille vont souvent mettre en lien un petit peu plus notre réputation. Un autre aspect du jeu qui est important, c'est les désirs et les relations. Donc, tout le monde va avoir des relations avec au moins une relation importante avec un autre personnage majeur, qui est donc les personnages interprétés par les autres joueuses et joueurs. Et on va avoir tous un désir. Notre personnage va avoir quelque chose qui va essayer d'atteindre, qui va aller vers ça. Ce désir-là, pardonnez-moi, ce désir-là peut être secret ou non. C'est au choix. Nous, on l'a joué ouvert, mais ça peut être secret et il y en a qui sont y en a qui sont vraiment plus intenses dans le secret. Il y en a qui vont dire, par exemple, choisis en secret une autre personne, puis etc. Puis la personne, elle sait même pas la véritable nature de la relation. Fait que, tu sais, il y a des choses un petit peu plus flyées à ce niveau-là. Donc, et la petite dernière règle que je mentionnerais, c'est sûr que j'en oublie, mais la seule petite dernière règle que je pense à mentionner, c'est les personnages secondaires. On a normalement un deck de cartes, donc un paquet de cartes de personnages secondaires. Ces personnages-là vont tous être liés à des personnages majeurs, donc les personnages des joueuses et joueurs, et vont être interprétés par d'autres joueuses et joueurs pour aider à construire l'action, à construire la trame narrative de l'histoire et à pousser le personnage principal vers son désir, vers des péripéties un petit peu plus enlevantes. Donc, c'est un jeu vraiment pour reproduire les histoires de Jane Austen à la base, donc les romans de Jane Austen. Donc, c'est ça, on parle vraiment de quiproquos, de soit drame, soit plus comédie, mais tous dans la haute société britannique à l'ère de la Régence. C'est pas mal ça. C'est sûr qu'il y a d'autres petits points de règle, comme je disais, mais l'essentiel est là. Donc, j'aimerais savoir... Je pense qu'on va commencer avec Marie-Lou parce que Dominique a déjà joué, puis fait que je suis curieux de savoir c'était quoi tes attentes à toi, Marie-Lou, qui avait vraiment encore jamais joué à ce jeu avant de jouer pour la première fois. Moi, je m'attendais vraiment beaucoup à un jeu qui était extrêmement axé sur le social, sur le RP. Fait que je m'attendais à quelque chose qui avait vraiment pas beaucoup de mécanique. Comme je m'attendais vraiment à que ce soit plus basé sur les interactions de personnages. Honnêtement, je m'attendais quand même à un système sous forme de jetons que je pense qui est quand même assez récurrent pour ces jeux-là qui sont comme roleplay avant mécanique. Mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience de jeu. C'était très, très intéressant.
je m'attendais aussi beaucoup plus. Je m'attendais beaucoup à justement cette espèce de vibe-là de Bridgerton, beaucoup des scandales, puis s'amuser, puis lancer des rumeurs, puis ça a été bien servi, là. Puis si vous avez regardé cet épisode, vous avez vu qu'on a quand même, on s'était forcé de se mettre un petit peu en costume aussi pour cet épisode-là, et honnêtement, je trouve que ça a beaucoup servi cet épisode-là, puis le jeu en tant que tel, là, c'est le genre de jeu que t'as le goût d'être un peu costumé pour te mettre dans le personnage. Mhm. Dominique, de ton côté? Ben, c'est ça, comme tu le disais, moi j'ai déjà joué, puis bon, je connais quand même bien le jeu, je l'avais financé, Kickstarter. Fait que je m'attendais à ce que ça se passe bien, puis j'avais pas peur pour le fait que les règles, comme Mario le disait, sont quand même relativement simples et axées sur le roleplay. Je pense qu'on a utilisé aussi une combinaison de différents rôles et désirs qui étaient suggérés. Oui. Parce que dépendamment des types d'histoires qu'on veut raconter, il y a différents types de combinaisons qui sont préfaites, qui nous permettent de, si on veut, optimiser le type de jeu en ayant les types de relations puis les types de background qui vont jouer dans l'histoire qu'on veut faire. Puis comme tu disais aussi plus tôt, les désirs, le fait que les désirs étaient ouverts, ça m'aidait à me faire une idée de qu'est-ce qu'elle allait entrer en jeu. Puis moi, c'était quelque chose que j'avais moins apprécié dans une partie que j'avais vue dans le passé sur le fait que on avait les désirs qui étaient cachés. Puis j'avais l'impression que ça ajoutait un aspect compétitif, un aspect de bah, qui va pouvoir résoudre son désir avant l'autre au lieu de juste on joue ensemble pour faire une histoire puis jouer sur les complications que ça va amener, tout ça. Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on avait décidé avant de jouer, avec d'autres réglages, le fait que ça allait être dans le style comédie romantique, on n'était pas obligé d'être hyper réaliste au point de vue historique, on essayait de de suivre les codes, mais comme moi, par exemple, mon personnage était en chaise roulante, puis j'ai été googlé avant pour aller voir comme quand étaient apparues les premières chaises roulantes, est-ce qu'il était autonome ou non, puis ça se peut dans cette époque-là, mais en même temps, je me suis pas cassé la tête à me demander comme ah, en quoi c'est fait ou comme est-ce que quelqu'un de ce background-là en aurait une? Au final, c'est pas ça qui primait, mais le fait qu'on avait fait ces choix-là avant, moi j'ai bien aimé ça, puis ça nous a permis de se mettre sur la même longueur d'onde, je trouve, puis de savoir que ça allait être une partie qui allait être intéressante pour tout le monde, puis effectivement, bon, moi aussi j'ai bien appris. Mhm. C'est vraiment intégré au jeu, là, comme tu l'as mentionné. Là. C'est vraiment dans le jeu même, dans les règles, qu'on doit commencer par établir quel type d'histoire on veut raconter, quel sujet on veut éviter, quel sujet on veut voir également, et puis quel niveau de réalisme on veut avoir. En général, ça tombe, tu sais, c'est toujours mieux surtout les premières parties quand il y a des gens qui n'ont jamais joué. Comédie romantique, c'est plus confortable, c'est moins intense et un niveau historique c'est acceptable. Niveau historique comme haut, j'imagine qu'une table, par exemple, de personnes qui ont étudié en histoire pourrait aller là-dedans. Mais c'est sûr que c'est plus... il faut que ça tienne à cœur. Essentiellement, la question est là pour ça. Il y a même une question par rapport au rôle des... au rôle des genres. Est-ce que les personnes de genre féminin ont ce statut social un petit peu malheureusement rabaissé de l'époque, ou est-ce que tout le monde est égal, ou est-ce que c'est un renversement? Tu peux même jouer que c'est le contraire. C'est les hommes qui se font marier alors qu'ils sont encore jeunes et tout. Nous, on avait décidé que ce soit pas mal égalitaire, mais on avait gardé quand même, je pense que, tu sais, quand on a joué, on a quand même gardé certains codes de l'époque. T'sais, on parlait quand même de « Ah, faudrait que tu te maries », etc. Mais je pense qu'on le faisait un peu indépendamment des genres des personnages. C'est ça, c'est pas comme si il fallait que ce soit impérativement les personnages féminins qui attendent qu'on les invite pour danser, par exemple. En tout cas, moi, C'est j'avais ça, pas ça en exactement. tête, là. J'avais en tête l'idée le fait que oui, ça se peut que quelqu'un d'autre t'introduise à la personne qui t'intéresse avant que toi tu t'introduises, mais pas au fait que ça soit lié au genre, par exemple. Exactement. Il y a aussi une partie de ça qui est comme, oui, liée au genre, mais il y a aussi une partie de ça qui est vraiment liée au
aux tropes de ce genre-là, de cet univers-là, qui sont quand même le fun à explorer puis à jouer avec, là. Mhm. De mon côté, évidemment, je parlerai pas trop de mes attentes parce que T'en avais pas, zéro. c'est pas mal un de mes jeux de rôle préférés. Genre, facilement dans mon top 5 de mes jeux de rôle préférés à vie. Fait que je suis vendu. Je ne peux pas, comme dire, ah non, je m'attendais à que j'avais pas de plaisir. En plus, avec, vous êtes tous des gens avec qui on a énormément de plaisir à jouer ensemble. C'est pour ça le podcast, c'est pour ça qu'il continue, puis c'est pour ça qu'on aime ça aussi. Là. Fait que j'étais juste excité de jouer à Good Society avec vous et de le faire découvrir, parce que plus je peux partager ce jeu de rôle-là, mieux je me porte. Donc, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la partie, dans les règles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a accroché? Est-ce que vous avez trouvé que ça, au contraire, que c'était super fluide et qu'il n'y a pas eu de problème? Nous autres, on a joué, je pense, 2 cycles, dans le fond, total, dans notre partie. Personnellement, le jeu a quand même l'air très, très de s'étirer beaucoup, beaucoup en longueur. Côté comme cycle et tout ça. Fait le jeu est quand même très dense. Je ne le recommanderais pas à des gens qui sont pas prêts à s'asseoir comme vraiment pour plusieurs heures pour vraiment comme rentrer dans le jeu. Donc, le jeu a quand même et pas pour des débutants, vraiment pas. Là. Ça s'attend à ce que tu aies quand même une certaine facilité avec le jeu de rôle. Ça s'attend que tu aies quand même la capacité et le désir aussi de t'installer pour des parties quand même plus longues. Je pense qu'il parle d'environ, c'est ça, pour 3 cycles, qui est une partie normale, une partie comme qui conseille, on parle d'un 3 à 4 heures en général, je pense. Fait que c'est ça, là, nous, en à peu près 2 heures, on a fait 2 cycles. Puis on avait déjà préparé un petit peu des personnages aussi d'avance, etc. Mais c'est ça. Ça fait que c'est effectivement, ça peut aller en longueur. On va pouvoir en parler aussi. Tu sais, quand on parle de rejouer au jeu, il y a un mode campagne. Il y a un mode qui permet vraiment de faire plusieurs parties de suite. Même que c'est fait qu'il y a des règles spéciales, genre il y a des personnages secondaires qui deviennent des personnages majeurs. Fait que les joueuses et joueurs s'avancent avec plusieurs personnages, etc. Fait qu'ils ont vraiment des règles spécifiques pour ce type de jeu-là. Mais je pense que ça se fait très bien en one-shot. Puis pas mal, toutes les fois que je l'ai fait, j'ai fait moins de cycles. Mais si on s'entend, comme tu sais, je vous l'ai dit avant qu'on allait faire juste 2 cycles, on s'est décidé qu'on allait faire juste 2 cycles. Fait qu'on a pu faire notre histoire en sachant qu'elle allait se terminer après 4 scènes, essentiellement. T'sais, on savait qu'on avait ce nombre de scènes-là, fait qu'on a pu, je pense, bien gérer ça. Puis les jeux relationnels, d'un côté, c'est un peu normal qu'on s'attende à ce qu'il y ait du build-up. Puis on peut pas juste comme lancer des personnages puis dire là, OK, là, vous êtes dans le grand bal où il va se décider l'avenir de tous vos personnages, mais on n'a même pas eu le temps de bâtir un peu l'intrigue, tout ça. Puis c'est moins évident, mettons, que de lâcher des personnages du jeu de rôle le plus populaire au monde en plein milieu de donjon puis dire comme arrange-toi là. Puis oui, on avait un peu préparé les personnages, puis heureusement, avec les rôles puis les passés, c'est très rapide à faire. Mais même moi, je suis arrivé là sans avoir une idée très complexe de la personnalité de mon personnage ou comme oui, je savais que c'était le rival de notre personnage, ancien ami d'un autre, mais j'aurais pas pu deviner nécessairement où ça s'en allait, puis ça. Tu sais, il y a des choses. Il y a un moment où je pensais vraiment que mon personnage était fini puis allait jamais réussir à ramener sa réputation. C'est comme oh non, surtout le moment où j'ai reçu la lettre qui disait de la personne qui allait être, spoiler, sa future épouse, qui disait je veux plus jamais te revoir. Ça, tant que je dis ah, là, c'est fini. Oui, parce que je me rappelle plus si je l'ai dit, peut-être à la fin de la partie, mais mon désir, le désir de mon personnage, c'était de non, c'est même pas de se marier, c'était d'avoir une fortune à la fin en gardant sa réputation intacte. Ouais, c'est ça. Mais la réputation, c'était
c'était quand même assez important, puis ça prend pas grand-chose, là. Par exemple, pour partir une rumeur que quelqu'un est un espion pour la France. On peut partir n'importe quelle rumeur, puis il suffit qu'une autre personne Euh, la continue pour que ça soit vrai. mais c'est le seul point que je dirais, pas nécessairement négatif, mais peut-être dangereux du jeu. On l'avait vu un peu ce point-là quand on avait joué à Hometown Holiday. Genre, si vous avez écouté notre conversation, si vous avez vu notre partie, les désirs sont là, dans le fond, pour te pousser à l'action. Sont là pour te pousser dans une direction, mais essentiellement, ils sont pas immuables. Tu peux changer ton désir en cours de route tant que tu continues à favoriser comme il se passe quelque chose puis que l'histoire avance. Euh, le danger, c'est justement, comme tu as touché un peu, tu en as parlé un petit peu tantôt, Dominique, le danger, c'est de se dire qu'il faut absolument que tu accomplisses ton désir. C'est pas. Ça peut être. Ça peut servir à l'histoire, mais en même temps, ma peur, c'est toujours qu'une joueuse ou un joueur joue à Good Society puis soit comme déçu parce qu'il n'a pas réussi à faire son désir, mais c'est vraiment pas important. Le but du jeu, c'est pas ça. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas. Etc. Mais c'est ça. Moi, c'est le danger que je peux voir dans les règles de Good Society. Aussi, on n'a pas parlé, mais il y a un magnifique jeton de monologue que tu peux donner à quelqu'un pour avoir ses pensées intérieures sur un sujet. Ça aussi, c'est toutes des petites choses qui aident à renforcer, je pense, l'aspect roman de Jane Austen, l'aspect un peu dramatique. Là. Les désirs, je pense, c'est ça. Ils ont besoin d'être là, mais je peux comprendre qu'il pourrait être un danger au plaisir de quelqu'un là, qui jouerait à ce jeu-là pour la première fois. Je pense. Maglou, tu disais que c'était pas fait pour des gens qui n'avaient pas joué énormément. Ben, c'est un jeu qui va te demander c'est un jeu qui va te demander de gérer plusieurs personnages avec les personnages secondaires. C'est un jeu qui s'étire quand même sur la longueur, qui va te demander beaucoup, beaucoup d'investissement dans ton personnage, beaucoup parler. Fait que pour un joueur qui est moins expérimenté, qui est un petit peu moins qui a moins les réflexes d'improvisation, puis qui est moins capable comme de gérer plusieurs personnages en même temps, c'est un jeu qui peut être un petit peu plus difficile d'approche. Effectivement. Ouais, Je ça suis aide d'avoir d'accord. une aise, puis effectivement, c'est un jeu qui est très basé sur le roleplay, puis le social, puis même si on veut pas le gagner, ça reste que, du point de vue de nos personnages, ils essaient d'avancer leur statut social, souvent, Mhm. ou d'avancer leur statut marital, chose de même, mais je me rappelle plus si ce livre-là le fait, parce que ça fait quand même longtemps que je suis passé à travers, mais des fois, les jeux ont, par exemple, un objectif de personnage et un objectif pour le joueur et la joueuse. Pour être clair que ton objectif en tant que participant ou participante, c'est, par exemple, de faire avancer l'histoire en ayant des complications intéressantes pour tout le monde. Je suis sûr que le livre le mentionne à certaines reprises, mais j'ai vu ça dans le passé avoir. Vraiment, tu sais, c'est clair, même, mettons, sur ta fiche de personnage où ça dit toi, ton but, le but du personnage, puis ton but, c'est pas le même, nécessairement. C'est peut-être ça, des fois, qui peut être la confusion. D'ailleurs, on me tourne Ouais. l'idée, ça te donne des points, puis à la fin, il y a quelqu'un qui gagne. Chose que, si vous vous rappelez, j'avais pas trop aimé. Mhm. Ce qui confond pour moi les deux genres, mais personnellement, j'ai pas cette impression-là quand je joue à Good Society, mais je peux comprendre. Puis je pense que j'avais vu dans des parties passées, justement, des gens être déçus à la fin, comme tu disais, parce que ils se sont dit ah ben moi, j'essaie de garder ça pour moi, pour pouvoir à la fin réussir mon désir, mais finalement, je me suis empêché, puis je me suis enlevé des opportunités d'avoir du roleplay avec ça. Puis juste pour ajouter sur les personnages non-joueurs, tant qu'à ajouter quelque chose qui est peut-être une petite difficulté, c'est qu'effectivement, quand on a juste une session à jouer, puis de devoir faire quelque chose d'intéressant avec. Nous, on était 4 personnes, donc on avait 4 personnages non-joueurs aussi à jouer. Puis il y en a clairement une couple qui ont sauté, là, qui Ouais. qui servait plus ou moins l'histoire, puis parce que moi, je m'obligeais un peu à essayer de les inclure, entre autres parce qu'il y a chaque personne a une de ces relations-là, de ces personnages non-joueurs-là associés, donc tu veux que cette personne-là ait aussi la chance de jouer son personnage non-joueur, mais ça, sur une campagne, alors que ça évolue, il y en a des nouveaux qui arrivent, il y en a, comme tu disais, qui peuvent donner personnages principaux. Je pense que ça fait une dynamique intéressante. Puis, tu sais, c'est un jeu social, je trouve ça tout à fait normal, puis je trouve que c'est une
une bonne idée pour introduire les gens à des jeux sans maître de jeu, de faire jouer des personnages non-joueurs. Mais c'est vrai que dans 3-4 heures, c'est peu pour explorer autant de personnages que ça. Donc finalement, mon défi, c'est que c'est trop court. Il faut jouer plus à God Society. Mais c'est ça, il y a toujours l'option d'avoir une facilitatrice ou un facilitateur qui ne joue pas de personnage de majeur, qui va jouer comme la majorité des personnages secondaires, essentiellement. Ou pas mal, ou tous les personnages secondaires. Fait que, tu sais, ça, c'est une possibilité. Fait que c'est sûr que ça peut être, je pense que ça serait plus intéressant si on joue avec des gens qui ont moins joué à ce type de jeu-là, de vraiment, comme quelqu'un qui connaît plus le jeu, prend le rôle de je n'ai pas de personnage principal et je suis là pour vous. Parce qu'en plus, les personnages secondaires, au final, c'est les outils parfaits pour pousser les personnes dans la bonne direction, genre les pousser vers leur désir, comme je disais tantôt, les pousser à faire avancer l'histoire. Fait que je pense que ça se fait bien. Mais c'est vrai que des gens pas habitués, là, jouer 2-3 personnages en même temps, des fois, ça peut être... tu peux te ramasser avec beaucoup d'informations dans la tête rapidement. Même des fois, tu sais, on était comme ah, c'est vrai, j'ai ce personnage-là que je joue. Ah, c'est qui joue cette personne-là déjà? Fait que... Moi, j'ai écrit une lettre à au moins un de ces personnages-là. Je me souviens plus, j'ai écrit toutes mes lettres. Mais je me rappelle, j'avais écrit une lettre au Au religieux. frère. Même si c'était pas si important que ça, mais comme c'est un personnage important dans l'histoire de mon personnage, je me suis dit que ça permettrait de faire passer des choses qu'il disait peut-être pas aux autres. Mhm. Parce qu'ils se connaissent, ils connaissaient sa famille, puis bon, pouvaient lui parler de ses problèmes d'argent. Là. Je trouvais que. Mais moi, le mode épistolaire, j'adore ça. Là. Je trouve que c'est génial, puis ça permet tellement de nous rentrer dans l'œuvre d'Austin. Là. S'exercer aussi à faire du roleplay, puis c'est pas, je veux dire, c'est pas exactement comme écrire une lettre, puis t'es pas nécessairement très longue, mais ça, je sais pas, ça permet de changer un peu le style de jouer avec les styles. Ça, j'adore. Le principe de lettre est vraiment, vraiment le fun. Ah, définitivement, c'est une partie très le fun parce que ça permet aussi d'aller explorer des choses que, tu sais, ça donne de l'espace à ton personnage pour dire et faire des choses qui t'as pas besoin d'attendre nécessairement de cue social dans les scènes pour les dire. Puis t'es aussi le fait de pouvoir comme juste comme lancer quelque chose sans être interrompu puis juste genre faire, c'est quand même quelque chose souvent qui arrive pas dans le jeu de rôle parce que souvent, tu sais, tu parles et on interagit, on se relance et tout ça. Fait que juste avoir comme cet espace-là pour juste parler, puis lancer de l'information, puis faire progresser des choses dans ton personnage, c'était vraiment intéressant comme phase. Yes. Je vais poser la question. Je me doute déjà de la réponse, mais est-ce que vous rejoueriez au jeu? Moi, sincèrement, j'ai vraiment le goût d'essayer la version en GN éventuellement. Puis honnêtement, la version KPDP aussi, j'essayerais. Puis juste Good Society normal, je rejouerais, là. Ouais, moi, clairement, là, il y a tellement de possibilités avec combinaison, avec les désirs, puis je pense que ça peut s'adapter à d'autres endroits, même à d'autres époques, là, si on garde le principe derrière des relations sociales complexes, puis de la romance, tout ça. Puis oui, j'aimerais aussi essayer une des expansions. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, j'avais déjà fait exactement le même playset qu'on a fait, puis l'histoire était totalement différente. Il y avait rien de similaire. Les personnages secondaires sont différents aussi, ça aide. Fait que déjà, même avec les choses préfaites, ça donne totalement des parties à un océan de distance de l'autre. Pas littéralement, mais... Euh, justement, on parlait de rejouabilité puis d'extension. C'est le Good Society An Expanded Acquaintance qui est une extension avec plein de choses. Fait qu'il y a... Là-dedans, vous avez Pride, Prejudice and Practical Magics. Ça, c'est lui avec la magie. The Sense, Sensibility and Swordmanship. Ça, c'est le KPDP. Il y a Downstairs at the Abbey. Donc, pour jouer vraiment plus
le côté gouvernante, majordome, etc. Il y a Emma Forget Me Not, fait que sûrement pour jouer un petit peu plus dans le style de Emma, la nouvelle de Jane Austen. Il y a la Cour des Fées, qui est une mini-extension. Il y a le deck de cartes de Swords, Magic and Servant pour rajouter un petit peu plus de surnaturel aux personnages secondaires. Fait qu'il y a plein. Il y en a même un d'une investigatrice, Lady Susan P.I. C'est une mini-extension aussi. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça à rajouter. Il y a même un guide pour hacker Good Society et en faire autre chose. Donc, c'est pas les options qui manquent avec ce jeu. Il existe aussi déjà des paquets de cartes à acheter pour rajouter des nouveaux désirs, des nouveaux personnages, des nouveaux prompts d'histoire, etc. Fait que, Puis tout le matériel pour jouer en ligne aussi, je ne me trompe pas, vient avec le PDF. Puis oui. il y a même des tutoriels vidéo. Oui, ça vient avec, dans le fond, un petit document qu'ils ont fait très, très simple, Excel, mais qui se fait super bien. Là. C'est ce qu'on a utilisé pour la partie, nous. Ça permet vraiment d'avoir, tout le monde a les informations à la même place. C'est très, très bien fait, très simple. Pardonnez-moi. Donc, je recommande ce jeu à tous. Découvrez Good Society, allez jouer. C'est ça. Je ne peux que le... Moi, j'en ai pas qu'on parler, mais Story Brewer Games, c'est une compagnie que j'adore de jeux de rôle. Donc, je suis à l'affût de tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, il y a un jeu de drama de sport d'adolescents qui font des sports qui s'en vient de leur part. Donc, ça va être intéressant également. Donc, sur ce, est-ce qu'on avait autre chose à dire sur Good Society? Je pense qu'on a tout dit. Si vous n'êtes pas parti pour aller l'acheter au magasin ou l'acheter en ligne, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et malheureusement, je ne crois pas qu'il est disponible en français pour le moment. Seulement en anglais. C'est quand même un bon livre. Ça serait un bon travail de traduction. Mais espérons qu'il le soit un jour. D'ici là, donc, au moins, essayez-vous, si vous connaissez assez bien l'anglais, procurez-vous-le en anglais et découvrez ce merveilleux jeu. Donc... Les frais de livraison sont quand même élevés si vous l'avez en version physique parce que ça vient d'Australie. Je vous préviens. Surtout qu'en ce moment, avec tout ce qu'on connaît, avec la situation économique, tout ça, ça a peut-être encore augmenté. Là. Yes. Mais sinon, la version PDF est très bien. C'est un magnifique livre aussi. Oui, vraiment. Il fallait un autre argument. Un très beau livre. Merci à vous deux. Merci à ceux qui nous écoutaient. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous jouerez beaucoup de parties et que vous serez là pour nous écouter pour notre prochain jeu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye! Bye bye!